Les Sans-Culottides, un festival anarchiste du 25 au 27 décembre 2020 au Silure, 3 sentiers des Saules à Genève. Free shop d'habits, distro de denrées et radio Sans-Culottides. Infos et podcasts sur www.libradio.org. À courte réfugiés de Noël et ses funestes atours. Nous sommes le 26 décembre dans le cadre des 12e Sans-Culottides, un festival qui tend à faire des rues des ponts plutôt que des frontières. Et parmi les sujets de Radio Sans-Culottides, il en était un qui nous paraissait essentiel, c'est effectivement la position et la situation des femmes précarisées ici à Genève et de ce que l'on peut faire pour se solidariser et les aider. Il se trouve que nous sommes en compagnie de Paul Mangeat, que je remercie énormément de prendre un petit moment pour deviser. Bonjour à toi. Alors Paul, tu es notamment écrivain, mais tu es également cofondatrice ou en tout cas membre du collectif Paquis-Folderage. Oui, tout à fait. Et tu es également habitante paquisarde historique, peut-on dire. Revendiquée en tout cas. Revendiquée, c'est le mot. On est au Paquis, il y a 43 ans bientôt. Ouais, puis on peut dire que tu es toujours en contact rapproché avec cet espace-là, ce quartier-là, qui est un quartier tout à fait singulier à Genève. Ah bah, je vais y vivre et y mourir. Hein, ouais. Alors dis-moi, est-ce qu'on commence par Folderage? Pourquoi ce nom-là? Pourquoi est-ce qu'on devient Folderage? Alors on a créé ce collectif il y a 2 ans pour la grève des femmes. On s'est réunis en collectif pour qu'il n'y ait pas pour que ce soit assez léger dans la manière d'organiser les choses et qu'on passe pas par 12 comités et par des PV très lourds. Donc on voulait quelque chose de réactif, de fédérateur, de léger dans l'organisation. Et on s'est posé la question du nom qu'on allait donner à ce collectif. Et on est venu, mais alors très très naturellement à Folderage. D'une part parce que les paquis sont masculins, donc on trouvait très très bien de féminiser notre quartier. Et d'autre part parce que Folderage, on l'était toutes vraiment au moment d'aborder tous les sujets qui allaient être abordés pendant la grève. Mmh. Et en se disant, mais on en est encore là. On en est encore là. On a encore ce genre de combat à mener à l'époque, en 2019. Donc ça nous semblait être vraiment pertinent d'être Folderage. Alors, on passe par cette crise sanitaire du Covid-19. Est-ce que cela change quelque chose? Et si oui, en quoi? Alors, malheureusement pour les femmes, ça change beaucoup de choses. On l'a vu, ça a changé pendant la première vague et le premier confinement. Les femmes se sont retrouvées à devoir gérer leur carrière professionnelle en télétravail, plus l'école des enfants, plus le ménage, la cuisine, sans aucune aide et souvent sans aide du conjoint quand il était là. Ça a été très très compliqué cette première vague pour une bonne partie des femmes. Il y a des choses positives aussi qui sont sorties de ce premier confinement, c'est que les conjoints se sont progressivement, parce que c'était un enjeu du couple, se sont progressivement mis au partage des tâches. Donc il y a des choses qui ont, enfin ça m'a été remonté plusieurs fois, il y a des choses quand même qui ont évolué. Et la situation pendant ce premier confinement a été extrêmement stressante pour les femmes. Ensuite, la crise s'est installée et on a vu des femmes qui s'en sortaient plutôt bien auparavant ou qui arrivaient en tout cas à payer leurs factures et à surnager, tomber extrêmement rapidement dans la précarité. Et là, je pense notamment aux travailleuses du sexe qui ont été interdites de travailler, qui n'ont pas eu droit aux aides. Et elles se sont retrouvées à être expulsées, à ne plus pouvoir manger, à ne plus pouvoir payer leur loyer, et vraiment dans des situations d'une extrême précarité. Et puis, il y a eu aussi tous les métiers du soin et des aides au ménage et ce genre de choses
qui étaient souvent des métiers précaires, sans contrat, où les employeurs n'ont pas assumé leur rôle d'employeur en période de crise et n'ont simplement plus payé. Et ces familles-là se sont retrouvées, on l'a vu, dans les files d'attente pour les paquets de nourriture lors de la première vague. Et maintenant, on n'a plus ces files d'attente, mais on a plusieurs lieux en ville qui font de la distribution alimentaire et les chiffres augmentent de semaine en semaine. Donc on constate que la précarité va grandissante et à un rythme qui est difficilement contrôlable par les politiques. Voilà. Ouais. J'allais juste ajouter qu'effectivement, parce qu'on a eu des témoignages notamment du rassemblement du 19 décembre, des femmes de l'hôtellerie-restauration qui ont été extrêmement durement touchées également, qui ont été renvoyées d'une manière hallucinante, de manière extrêmement brutale. Et souvent, c'est des temps partiels et souvent, oui. Si on a le bonheur d'avoir droit, d'avoir cotisé au chômage, à l'assurance, aux assurances sociales, on peut avoir un tout petit filet de sécurité, mais vraiment très très précaire là aussi. Mais pour beaucoup, il n'y a pas ce filet social. Et pour beaucoup, la misère est arrivée très très rapidement. Et vraiment comme un choc. Il y a vraiment un état de sidération aussi de ces populations qui se retrouvent dans la précarité alors qu'elles avaient un travail depuis des années, que tout allait bien, qu'elles s'en sortaient. On s'est rendu compte que les équilibres étaient, même quand on pensait être à l'équilibre, en quelques semaines, on se retrouvait dans des situations absolument catastrophiques. Et c'est pas fini. Non, c'est vraiment pas fini. Comme tu le dis, c'est une situation qui pourrait durer, qui, selon toi, va durer. Oui, très clairement. Comment oui. Ça va s'améliorer dans certains secteurs grâce au vaccin. Je pense que certains secteurs vont pouvoir se détendre un peu, mais pas se détendre au point de réembaucher, et pas se détendre au point de régler ces situations. Donc là, on part sur une crise très très longue, selon moi. Selon toi, comment est-ce qu'on peut aider, assister? Comment est-ce qu'on peut, pour quelques-unes au moins, sortir de l'impasse? Sur quel levier peser? Effectivement, les politiques répondent-ils ou sont-ils dans le déni? Est-ce que c'est la société civile qui va encore une fois devoir peser avec toutes ces difficultés? Parce que la société civile, elle a bon dos et à un moment donné, elle s'épuise. Voilà, comment tu observes cette situation? Alors, tu n'as pas mentionné mon titre politique dans la présentation, mais j'ai été élue au conseil municipal de la ville de Genève en mars. Donc, en l'occurrence, les politiques qui doivent participer aux décisions, c'est moi directement. Je ne peux pas dire que les politiques ne font rien, je ne peux pas dire qu'ils ne se sentent pas concernés. Je pense qu'ils ont énormément travaillé, que ce soit au niveau fédéral, cantonal et municipal dans les communes, qui étaient au front qui sont au front depuis mars sans arrêt. Je pense que les réponses apportées, là aussi, je parlais tout à l'heure de l'état de sidération, mais je pense que les réponses apportées étaient extrêmement minimes et ne s'inscrivent pas du tout dans une crise qui va durer. On réagit. Paul, oui. Paul, il y a juste là la dernière partie de ta phrase qui était inaudible. Tu pourrais juste la répéter? Je ne sais pas pourquoi, si tu t'es éloigné du téléphone ou quoi, mais sinon le reste était vraiment parfait. Je sais pas. La dernière partie de ma phrase, je ne sais pas laquelle c'était. Les premières réponses politiques ont été de nourrir la population, d'organiser la mise à l'abri des plus fragiles. Ça a été fait au niveau communal très rapidement et ça, on peut vraiment s'en féliciter d'avoir assuré cette crise sanitaire de manière équitable dans l'urgence à ce moment-là. Pour la suite, je trouve que les réponses s'inscrivent de nouveau dans la réaction. Donc, on débloque des fonds au coup par coup. On attend que les situations s'aggravent pour réagir sur une crise qui va durer. On est juste en train de créer une immense précarité. Donc, les réponses sont, selon moi, pas adéquates à plusieurs niveaux et au premier niveau, c'est au niveau fédéral. La Confédération a les moyens de débloquer beaucoup plus de fonds et de milliards, en l'occurrence, pour aider les cantons et les communes
qui vont pas pouvoir assumer plus longtemps tout ce qu'ils assument sans aide de la Confédération. La Confédération a les moyens d'emprunter à taux zéro. La Confédération a les moyens de dispatcher l'argent en fonction des besoins. Et à Genève, les besoins sont immenses. Et on prend vraiment cette crise de plein fouet, plus que dans d'autres cantons qui sont peut-être plus stables et qui n'ont pas forcément la même économie que nous. Donc là, il faut vraiment que des aides spécifiques soient débloquées, mais à hauteur, pour le canton de Genève et la ville, à hauteur de centaines de millions, très rapidement. Donc ça passera par là. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un financement massif d'infrastructures et puis d'aide évidemment aux associations également qui sont dans la rue et qui elles-mêmes et on va y venir d'ailleurs puisque Paki Folderage vous aviez déjà organisé une récolte de kits d'hygiène menstruelle sur lesquels on va revenir immédiatement. J'ai encore une question concernant la détection de cette précarité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement les personnes peuvent être, on le sait, extrêmement vite touché, tu l'as dit, dans des situations de vulnérabilité. Et lorsque l'on est dans ces situations-là, souvent, il se peut que l'on se renferme sur soi, que l'on cesse de communiquer et que l'on fasse le dos rond, mais que du coup, on renonce à dire et que du coup, on est d'une certaine manière invisibilisé. Est-ce le cas? Et si c'est quelque chose que l'on observe, comment, selon toi, peut-on détecter ces personnes-là? Alors c'est extrêmement difficile, mais on a vu pendant le premier confinement et par la suite les chiffres des maladies psychiques exploser. Donc maladies psychiques assez simples comme la dépression, je ne parle pas de maladies plus graves, même si elles sont en augmentation aussi, ou en tout cas en augmentation de leur sévérité. Mais les dépressions, les sentiments d'anxiété, etc., ont très fortement augmenté et se traduisent par un repli sur soi. Et à ce moment-là, au moment du repli sur soi, quand notre situation financière n'est pas stable, on n'a plus la capacité de se battre, on n'a plus la capacité d'aller chercher les informations et on se retrouve dans des situations de non-recours aux droits, typiquement. Ça veut dire qu'on a droit à des aides. Nous ne sommes pas au courant que nous avons droit à ces aides. Nous ne faisons pas les démarches pour savoir si nous avons droit à des aides et les aides ne nous tombent pas de manière automatique tout de suite dans la bouche. Donc ça aggrave la situation et c'est des situations qui sont absolument dramatiques. Et c'est un sujet dont je me suis emparée. Je suis en train de travailler dessus. Il faudrait quelque chose de plus automatique. Il faudrait qu'on puisse débloquer des aides qui soient des vrais recours aux droits, de manière naturelle, qu'on n'ait pas à aller les chercher, qu'on n'ait pas à attendre d'avoir l'information qu'elles existent. Donc tout ça fait que tout s'aggrave. La solitude s'aggrave, l'anxiété s'aggrave, la situation financière s'aggrave, et on finit assez rapidement dans des situations qui sont socialement beaucoup plus lourdes à assumer, typiquement pour des politiques, que si on avait pu simplement débloquer les aides nécessaires au moment où la nécessité se présentait et éviter que les citoyens tombent en dépression et qu'on ait des situations beaucoup plus graves à gérer par la suite. Donc cet isolement et ces solitudes dans lesquelles on s'enferme, il n'y a pas 1000 possibilités. Il va falloir que les associations qui sont, elles, plus proches des citoyens par leur réseau, là je pense typiquement aux associations de type de nationalité portugaise ou espagnole ou latino, qu'elles contactent elles-mêmes leur réseau et qu'elles fassent le travail auprès de leur réseau pour identifier les problématiques, voir quelles sont les grandes solitudes, voir où est le problème, voir aussi faire remonter les informations. Typiquement, les conseillers municipaux sont d'excellents relais pour ce genre de précarité ou de précarisation, de faire remonter les infos et que les aides potentielles puissent redescendre, l'information puisse redescendre jusqu'à elles pour qu'elles puissent entamer les démarches. Donc il y a un vrai travail à faire de ce côté-là, du côté des associations.
Évidemment, nous, des courriers ont déjà été envoyés, des courriers informatifs ont déjà été envoyés. Mais on sait aussi que les personnes en situation de précarité n'ouvrent pas forcément leur courrier. C'est une des premières choses, des premiers bastions qui tombent. On sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment le français pour comprendre de quoi il s'agit. Donc là aussi, on est dans des domaines de non-recours au droit pour certaines situations. Donc il faut vraiment que les associations fassent ce travail-là et fassent remonter les informations. On a besoin de ça pour pouvoir agir. Et on a les moyens d'agir. Donc il faut vraiment que les informations nous remontent. C'est vrai que cette crise sanitaire provoque des conséquences terribles, et notamment, on pourrait le dire également, les espaces quartiers, qui sont parmi les lieux relais, qui sont les écrins où les associations sont également. Beaucoup d'entre eux sont évidemment touchés, impactés par les mesures sanitaire. Donc effectivement, ça ajoute à la tâche. Écoute, j'aurais souhaité... Mais en dehors, j'ai juste complété ma réponse, parce qu'en dehors des associations, n'importe quel citoyen peut contacter ses conseillers municipaux pour faire remonter des situations. Donc pas forcément dans le cadre d'une association, mais si vous voyez un voisin qui est en train de perdre complètement pied, si vous voyez des situations se dégrader parmi vos proches, ou si vous êtes dans des situations inextricables, vous pouvez tout à fait solliciter vos politiques à tous les échelons, cantonal, communal, plus. Par un simple courrier. Par un simple courrier. Nos adresses sont publiques sur le site du conseil municipal, par exemple. Donc n'hésitez pas, faites remonter les infos. Nous, je souligne. Ouais, je souligne, c'est extrêmement important que tu dises ça. Et tous les partis peuvent le faire. Donc, si vous avez des affinités avec un parti plutôt qu'un autre, n'hésitez pas à le contacter, bien sûr. Ouais. Encore 2 petites questions, et puis je te laisserai tranquille, Paul, si tu es d'accord. Parce que je veux pas trop. Écoute, je voulais parler de cette situation terrible dont Paqui Folderage s'est emparé. Ça concerne les règles. Alors, les règles coûteraient environ 6 500 francs à une femme au cours de sa vie. 6 500 francs au cours de sa vie. Certaines femmes en situation difficile doivent choisir entre l'hygiène intime et se nourrir. Cela porte un nom, la précarité menstruelle. Alors, voilà, avec les Paqui Folderage, vous vous êtes attelés à ce problème-là, qui, si j'ai l'impression, touche de plus en plus de femmes, et également des jeunes femmes. Oui. Alors, je sais pas si ça touche de plus en plus de femmes, mais en tout cas, on visibilise le problème beaucoup plus qu'avant, parce que on a cet immense tabou autour des règles. Donc on a l'habitude de penser que c'est un problème intime, et que si on n'a pas les moyens de s'offrir des protections hygiéniques, et c'est souvent le cas, on se retrouve avec du papier dans les culottes à gérer ça de manière assez honteuse, avec toutes les problématiques d'hygiène que ça peut provoquer, en infection, en problèmes urticants, etc., etc. Dans le etc., il y a le choc toxique, la mort aussi. Donc cette précarité, comme on n'avait pas de chiffres avant, on ne peut que partir du résultat actuel. Et plus on visibilise la situation, et plus on en fait des retours qui font gonfler les chiffres, en effet. Donc on ne peut pas dire que les chiffres sont gonflés artificiellement, mais c'est les premiers chiffres qui nous arrivent, et c'est en constante augmentation. Notamment chez les étudiantes. Les étudiantes sont régulièrement dans des situations soit très très limites, où on doit faire des choix pour entre se payer un paquet de pâtes et un paquet de tampons. Et puis aucune mise à disposition gratuite de ces produits hygiéniques, qui étaient surtaxés en taxe de luxe jusqu'à quelque temps, mais le Conseil national a fait tomber ça. Donc on passe à une TVA normale, mais qui restent des produits extrêmement chers et sans grande concurrence qui ferait baisser les prix. Donc à côté de ça, nous au collectif les Paqui Folderage, on avait mis en place une récolte qui avait juste été extraordinaire, avec une solidarité complètement folle
de tout Genève. Enfin, les paquets nous arrivaient, les paquets de serviettes, de tampons et d'autres produits d'hygiène nous arrivaient vraiment de tous les côtés pendant une semaine. On a récolté pour plus d'1 an de produits d'hygiène intime pour des femmes en situation de précarité, avec la collaboration de l'association Femmes à bord qui coordonne la remise de ces paquets. Et puis on a depuis fait des actions de pirates sauvages dans les bibliothèques de la ville de Genève et l'université de la ville de Genève. On a déposé des tampons et des serviettes hygiéniques avec de l'information sociale dans toutes les toilettes, pris des photos et tout ça, on l'a publié le 8 mars. Donc quelques jours avant le premier confinement, on aurait dû faire plus, mais la situation sanitaire a fait qu'on s'est arrêté là. Depuis, on a travaillé aussi avec les Bains des Paquis qui ont mis à disposition un distributeur gratuit de serviettes hygiéniques et de tampons dans les toilettes des femmes du côté femmes. On a plusieurs lieux qui nous appellent, plusieurs écoles qui sont intéressées à la solidarité pour mettre à disposition des étudiantes aussi des produits d'hygiène intime de manière gratuite, mais nous, on veut que ce soit généralisé partout. On veut que plus aucune femme n'ait à se demander ce qu'elle doit faire quand elle a ses règles, si elle doit manger ou si elle doit se protéger, et dans quelles conditions le faire. Et puis, on aimerait que pour toutes les citoyennes, en situation de précarité ou non, de manière égalitaire avec les hommes, parce qu'on trouve, les hommes trouvent tout ce qu'il faut pour leurs urgences biologiques dans les toilettes publiques, et on souhaiterait qu'il y ait exactement la même prise en charge de toutes les urgences biologiques pour l'autre sexe dans les toilettes publiques. Mmh. Alors, on le rappelle, c'était le mardi 22 septembre, l'inauguration au Bain des Paquis des distributeurs de tampons et serviettes hygiéniques. Une petite victoire, mais la route reste longue selon toi? Non, alors très honnêtement, c'est pas des petites victoires. Dans des lieux comme les Bains des Paquis, aussi fréquentés, aussi avec une telle visibilité, s'emparent de ce problème, c'est déjà une belle victoire. C'est une belle victoire déjà. Ouais, je suis tellement d'accord. Ça veut dire que les choses évoluent, que les mentalités évoluent. Et à côté de ça, comme je l'ai mentionné, je vais pas en dire plus parce que c'est en cours, mais il y a des écoles. Il y a des hautes écoles qui s'emparent du problème et qui sont en train de voir comment intégrer ça dans leur mode de fonctionnement et leur budget typiquement. Et puis, au niveau politique, on sait que ça a été refusé au canton il y a quelques mois de mettre des tampons à disposition des femmes dans les lieux publics. Nous, à la ville, on continue de travailler sur le sujet et on verra ce qu'il en sort. Oui. Petite question pour voir. Et les hommes solidaires tout de même? Oui, alors là, c'était très très frappant parce que pendant la récolte de serviettes hygiéniques et de tampons, on a eu énormément d'hommes qui nous ont amené des tampons et des serviettes, qui sont allés à la Migros acheter eux-mêmes et qui ont franchi ce tabou ultime pour un homme par solidarité et en disant mais en effet, la précarité menstruelle doit juste pas exister. Donc on était très frappés et puis pas forcément des hommes militants féministes, pas du tout. D'accord. Y compris des jeunes. Y compris des jeunes hommes, parce qu'effectivement quand tu parlais du tabou, peut-être que un aîné pourrait plus facilement passer le pas, faire le pas. Au contraire, moi je pense que c'est plus facile pour les jeunes hommes que pour les aînés qui eux ont vraiment passé toute leur vie dans le tabou. Donc il y a peut-être plus de... Et puis je vais te dire, pour pas que les hommes, les femmes aussi, d'un certain âge, c'est plus compliqué. Pour elles, ça reste quelque chose un truc de fille. C'est ce qu'on me dit tout le temps, c'est un truc de fille. Donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est un problème, typiquement, c'est un problème qu'on peut régler, c'est la précarité menstruelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui est beau avec ce type de problème-là, c'est qu'on peut les régler. Et puis, si on voit que des élans de solidarité transversaux en cours et surgissent, eh bien, ça fait quand même, dans cette situation qui est toutefois extrêmement particulière en ce moment, ça met du baume au cœur, je trouve, quoi. Oui. Écoute, pour en terminer là, et en te remerciant beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à toutes ces questions-là, en plus, c'est des questions, c'est un sujet pas très sympa. Alors voilà, c'est des réalités qui sont pas très sympas. Tout à fait. Et effectivement anormal en plus. Voilà, selon toi, et maintenant, y a-t-il au niveau politique, au niveau associatif, des prochaines actions prévues ou en tout cas des questionnements qui ont cours? Qu'en est-il?
Sur la précarité menstruelle ou sur la précarité en général? En fait, sur les deux choses, sur la précarité menstruelle et sur la précarité menstruelle. Alors, tu penses bien qu'en ce moment, le thème de la précarité est débattu absolument partout, à tous les échelons politiques, que des fonds sont débloqués, qu'on essaie de sauver les entreprises, parce qu'à travers les entreprises, c'est les employés aussi qu'on essaie de sauver. Parce que des employés qui tomberaient au chômage avec 70% de leur salaire, 30% en moins sur son salaire, parce que souvent les gens pensent que c'est 80%, mais non, c'est 70% de son salaire assuré, 80% si on a des enfants. Ce choc-là, il est très difficile à encaisser. Donc là, on crée déjà de la pauvreté si on tombe au chômage. Sans compter qu'on aura du mal à en sortir après. Donc évidemment, à tous les échelons, c'est débattu en ce moment. Pour la précarité menstruelle, je pense que le sujet est assez clos pour l'instant au niveau cantonal. Je pense qu'au niveau national, le fait d'avoir baissé la TVA, ça leur suffit. Et maintenant, tout va se jouer au niveau communal et dans énormément de communes, le sujet est débattu en ce moment. Et on aimerait arriver à ce que les communes ne sont pas réellement du sujet partout en Suisse et que la solution vienne des communes et fasse remonter une solution globale les prochaines années. Donc le combat s'arrête pas. Enfin, il n'y a aucun combat qui s'arrête jamais. Voilà. Et puis on peut inviter les paquisards notamment à rejoindre sur les réseaux sociaux les paquis folles de rage, sur Facebook par exemple, où on a les commentaires, les illustrations, les photos de tout ce qui se passe. Exactement. Ouais. Eh bien, Paul, je te remercie beaucoup. On le rappelle, tu es écrivain, tu es également membre du collectif Les Paquis folles de rage et nouvel élu, effectivement, je l'ai oublié au début, au conseil municipal de Genève. Donc, félicitations. Merci. Je te remercie beaucoup. Et puis, écoute, je te souhaite, à moins que tu souhaites encore commenter un mot de la fin, sinon, eh bien, on se laissera sur ces mots-là en se souhaitant à bientôt. Le mot de la fin, c'est prenez soin de vous et des autres. Merci beaucoup. Voilà.